Pèse sur play? Ouais. Non, c'est rewind, ça. Pèse sur play. Excuse-moi. Non, play, coudonc. Le truc avec le triangle, là, à droite, là. Oui, je le sais. Non, mal faire. Tasse-toi de là. Non, hein. c'est correct. La ligne des mêlées. 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 C'est la ligne des mêlées, là. La ligne des mêlées. Mais je comprends pas ce que tu veux. Voici la ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon. Vous êtes à l'antenne de BPM Sport, vous écoutez La Ligne des mêlées, le seul show radio en direct qui vous parvient le résumé de la fin de semaine de football et aussi l'avant-goût du match du lundi soir dans la NFL. Donc, bien content que vous soyez parmi nous. Merci à tout le monde depuis le début de notre aventure en début de saison de La Ligne des mêlées d'être avec nous autant les lundis que dans le podcast du jeudi. On est à tous les lundis en studio à 7h. À 7h-ci, mais non pas à 7h, à 7h-ci. Avec, à 7h-ci. Ouais, à 7h-ci. Avec Pepper à la production et Parley Don, recherchiste et spécialiste des paris sportifs avec nous. Donc, merci à tout le monde d'être là. Merci à tout le monde de suivre aussi le podcast du jeudi. Comme on vous disait la dernière fois, chaque petit like, partage, commentaire que vous faites, on tripe bien raide, on a du fun. Et merci à tout le monde de participer au show parce qu'on a bien du plaisir à le faire. Puis c'est sûr que des fois, le jeudi, ça peut délirer dans certains... Légèrement. Certaines avenues. Comme la dernière fois, on avait des costumes de dinde parce que c'était la Thanksgiving. Ouais. Et aussi avec quelques boissons... accompagnatrices. Oui. Moi, je n'étais pas accompagné, mais qu'est-ce que tu veux, ça, c'est l'histoire de ma vie. Donc, merci à tout le monde d'être là. Pepper qui revient de Rouyn-Noranda en fin de semaine. Oui. D'ailleurs, un séjour très plaisant. oui, J'ai perdu légèrement ma voix, d'ailleurs. C'est-tu vrai? Ouais, ben écoute, je te l'ai dit un peu en privé, mais j'ai appris à détester une nouvelle équipe contre qui je coach. Ouais. Puis c'était notre première visite sur la route en Abitibi. Puis, On peut-tu dire le nom ou non? ouais, je suis les gaillards de l'Abitibi-Témiscamingue. Les gaillards? Les gaillards. Ils étaient détestables? Détestable. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Mais j'adore ça parce que là, maintenant, je suis motivé pour le reste de l'année en tant qu'entraîneur. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient comme de choses détestables? Ben le trash talk était sans arrêt. Là. Ah ouais? Sans arrêt, mais en passant devant notre banc après le match, puis tout le monde sort par le même couloir. Wow. Puis on se faisait chirper, là. Mais moi, j'étais là. À C'était prendre drôle ou c'était comme pas tant? Ben moi je riais là parce que j'étais comme oh mon Dieu les notes que j'étais en train de prendre mentalement. Ouais. Mais ben, donc tu riais parce que t'étais comme je sens mon agressivité monter, j'ai envie de vous cogner un après l'autre. En d'autres mots. Ouais, exact. Mais okay. Ouais, donc j'ai perdu la voix entre-temps. Entre-temps. Toi, Parley, t'es pas allé à Buffalo encore en fin de semaine parce que sinon tu serais revenu comme un gros Yeti en ce moment. Tomber une coupe de pouces de neige à Buffalo en fin de semaine. Sérieux, là, je regardais ça, je sais pas pour vous autres, là, mais le spectacle du football avec de la neige, là. Hey, c'est pas écœurant, par exemple. Ben oui. Hey, come on. Lâche chez moi les dômes pis les terrains artificiels. Là. Sacrez-moi ça dans la neige, toute la gang. C'est le fun. Tout le monde. Hey, ma blonde qui regarde pas le foot, là, elle était là, elle regardait. Tu sais, visuellement, c'est extraordinaire, là. Puis il y a quelque chose qui nous ramène dans l'enfance de regarder ça. Les gars se plantaient à terre. Les D-line des 49ers n'avaient pas amené les bons. Écoute, les gars, le premier jeu du match, je pense, Deebo Samuel est parti sur une motion puis il a pilé sur le pied à Purcell, tu sais, qui non seulement lui, il dit, gars, je me suis fait tirer en début d'année, il n'est pas obligé de me détruire la cheville non plus, Deebo. Puis là, tu sais, Deebo, il a juste glissé, tu sais, puis il a pilé sur le pied, puis t'as vu Purcell juste « mon pied! » Comment hey. ça? Là, tu fais « Colin, que c'est... » En tout cas, le foot dans la neige, là, surtout à Buffalo, il y a une énergie à Buffalo. Moi, je suis né en 1988. Là, depuis que Josh Allen est là, je veux dire, il a vraiment revampé cette franchise-là. Là. Mais oui. Comme c'est rendu, je dirais que dans l'américaine, là, ben je dirais presque toutes les équipes. Un des meilleurs shows de football dans une ville, c'est celui de Buffalo en ce moment. Là. Mais oui, puis... Si tu veux vivre l'expérience du football, ouais, là... je sais, quand t'es dans la ville là-bas, genre, tu sens que tout tourne autour des Bills. Pas des sables. Ah non, j'ai vu peut-être une affiche des sabres comparée aux centaines d'affiches. Tu vois, il y a des statues... Il y avait un graffiti écrit « You suck ». Il y a des statues de Buffalo, genre des Bills, partout dans la ville. Ah ouais, hein? Partout. Puis moi, moi, j'allais là, j'allais à Buffalo avant que Josh Allen soit là. Parce que moi, j'étais à Hamilton, je jouais au football à Hamilton, puis c'était pas bien loin de Buffalo. Fait que des fois, j'allais voir des matchs du Canadien à Buffalo.
C'était, tu sais, Buffalo, c'était poche avant que Josh Allen soit là, oui. là. C'était pourri comme ville, là. Puis là, ils sont pas loin d'être favoris dans l'américaine. Là. Pas loin. Écoute, Hey, en tout cas, moi, c'est mes favoris maintenant. moi, je vais moi même. aussi. Ouais, écoute, je vais même dire un hot take, là. Je pense que le Super Bowl de cette année, c'est les Bills contre les Eagles. Ah, ça se pourrait. Hein. Au moment où on se parle, là. Ah ouais, Eagles avant les Lions. Mais ouais. Lyon-Détroit, ça ferait juste une affiche parfaite, là. Ouais, c'est Les sûr. deux franchises. Oh, là. hey, c'est quoi les couleurs du Super Bowl? Peux-tu nous sortir ça? Il y avait pas Ah, un c'est vrai, le trend trend, là-dessus? là. Peux-tu nous sortir c'est quoi les couleurs? OK, Parley va nous sortir c'est quoi les couleurs. Je serais curieux de voir c'est quoi les couleurs cette année parce que ça pourrait nous donner un trend intéressant de Sur qui le de script. la Le NFL script. va vouloir envoyer. Parce que c'est pas vrai que tout le monde pensait que les Eagles allaient se rendre là au début de l'année, mais tu les as-tu? T'as-tu les couleurs? Ouais, c'est comme rouge et... Rouge et quoi? Et genre... c'est quoi ça? Je pense que c'est pas les Chiefs contre les Seahawks, Ouais. tabarouette. Oh, Sinon, je les me... Seahawks. Rouge et Sinon, vert. je quitte le studio tout de suite. Chiefs Eagles. Chiefs Eagles. Oh, non, pas encore Hey, ça. non, Ça, ok, Lynn, là, Lynn. non. Ouais, non. Bills, ils ont un peu de rouge. C'est vrai. Ils ont un peu de rouge. Il y a un peu de rouge. C'est le pantalon. Mais imagine, ils sortent avec un... S'ils sortent avec un tout rouge d'ici la fin de l'année, c'est sûr, c'est ça. Mais Eagles avant Lyon, hein? Ben, c'est parce que les Lions sont tellement blessés. Ouais. Écoute, c'est fou, c'est l'enfer, là. En fin de semaine, c'est encore pire. Ils viennent de signer Jamal Adams aussi. Ouais, c'est ça. Ben, c'est justement Faut qu'il ça. Ça, tu bets under. Non, c'est ça. Ça, je m'excuse, là. Ah, tu Dès, mets le over des receveurs qui vont jouer contre lui, là. dès que j'ai vu que les Lions ont signé Jamal Adams, je me suis dit, même les Jets l'ont laissé partir. Puis vous le ramassez. Hey, ça, Hey. c'est pas vrai que, tu sais, il y a une expression en anglais, c'est one's man trash is another man's treasure, là. Ça, c'est... One's man's trash is just national trash. It's just pure trash. It's just pure trash. Ça, c'est le compost que quand ils finissent de passer, il reste une pleure de banane à terre. Ça, c'est Jamal Adams. Tu sais, c'est comme ça, tout le monde sait que ça se composte pas. Même le compost l'a pas pris, là, ça reste à terre. Tu sais, c'est comme, faut que t'ailles avec ta pelle, la ramasser, tu mets ça à la poubelle. Ah, belle. Ouais, c'est ça. Mais non, ça, c'est vrai que j'ai vu ça moi aussi, puis je me suis dit, ben, c'est juste que les Lions sont tellement blessés, puis des fois, c'est beaucoup de timing, hein. C'est comme. C'est comme plein d'affaires dans la vie. Là. Des fois, c'est juste le timing. Là, le timing fait en sorte que j'ai pas l'impression que les Lions vont être assez en santé pour se rendre jusqu'au bout. J'ai ce feeling-là. De l'autre côté, les Eagles sont jeunes, sont en santé. Tu crois-tu enfin à Sirianni, là? Est-ce que tu y crois? Là? Non, mais je crois à Vic Fangio, le coordinateur défensif. Pour vrai, la défensive depuis la semaine 5, Hey, ça n'a pas de bon sens. ils sont promis dans toutes les catégories de la NFL. Toutes. Et puis ce qu'ils ont fait aux Ravens en fin de semaine, là. Ouais. Et ils ont même pas dominé la feuille de statistiques, là. Non. Ils ont juste gagné la game. Ça, tu sais, ils sont allés jouer à Baltimore. Je veux dire, c'est... Ils sont capables de jouer plusieurs choses aussi, tu sais, puis ils sont jeunes aussi, là, ils courent au ballon, là. Moi, c'est ce que... Je me disais, s'il y a bien quelqu'un qui peut arrêter Lamar, c'est une gang de jeunes gars fringants qui sont pas blessés, qui courent vite. Ouais, mais je trouve que Lamar, il a pas assez couru dans cette game quand même. Pas assez. Apparemment, sa mère l'a envoyé promener aussi en fin de match en disant qu'il a pas assez couru. Ouais, mais tu sais, ça, c'était plus en joke, là, mais il a fini Ouais. à 8 courses, 8 courses, 79 verges, je pense. Ouais, mais tu sais, faut que tu les moi, en regardant le match, tu sais, faut que tu aies les opportunités de courir. Faut que les corridors se présentent aussi. Là. Si tu as Jalen Carter qui t'assassine à toutes les fois que tu passes ou Jordan Davis ou tu as Nolan Smith, tu sais, ils ont de la profondeur aussi sur la ligne défensive, les Eagles, pour être frais tout le temps. Là, tu sais. Puis ils sont pas blessés. Cooper DeJean joue du football extraordinaire. La recrue d'Iowa, là, c'est comme... Beau petit plaqué. Beau, Ouais. défoncer Derrick Beau Henry. petit plaqué. Puis en plus, ils ont le luxe en ce moment de l'utiliser comme nickel. Pour les gens qui connaissent un peu les termes du football, avant, on avait souvent des défensives de front 4-3 ou 3-4 là, dans les époques 90, 80, 90, 2000. Donc 4-3, 3-4, ce que ça veut dire, c'est 4. Le premier chiffre, c'est le joueur de ligne défensif, le premier chiffre. Donc en 3-4, t'en avais 3. En 4-3, t'en as 4. Puis t'avais 3 secondaires. Mais les époques des secondaires, on en a parlé la dernière fois au podcast de jeudi, tu sais, c'était Junior Seau, Zach Thomas, Brian Urlacher, Ray Lewis, Bart Scott. T'en avais les Steelers, c'était quoi? C'était Porter, James Ferrier. T'avais des secondaires immenses là, qui jouaient toutes les downs, tu sais, qui jouaient premier essai, deuxième essai, troisième essai. Et maintenant, t'as des secondaires beaucoup plus petits. Fred Warner, par exemple, qui est peut-être 220 livres, là, tu sais, qui est 225 livres. Mais t'en as 2 maintenant. Fait que la plupart des défensifs jouent une 4-2.
Donc, 4 joueurs de ligne défensive, 2 secondaires et 5 demi-défensifs. Ouais. Et t'as un gars comme Cooper DeJean que maintenant, t'as besoin de lui. Avant, le nickel, c'était souvent ton moins bon demi de coin que tu y faisais apprendre la position de nickel. S'il y en a qui veulent amener les termes de football un peu plus loin, là, même dans la Ligue canadienne de football, la position de Sam, donc secondaire du côté fort du terrain, la position de Sam, aux États-Unis, c'était toujours un secondaire. T'arrivais au Canada, il fallait que ça soit un demi-défensif qui se transforme en secondaire, genre Chip Cox. Chip Cox, à Montréal, jouait Sam à 195 livres. Il aurait dit ça dans une équipe de la NFL, il dit « joue Sam », tout le monde serait parti à rire. Ouais. Parce que Chip Cox, c'est un demi de coin quand il joue au football. Alors, il fallait transformer ces joueurs-là dans des nouvelles positions. Et là, ça s'est exporté jusqu'aux États-Unis, jusque dans la NFL. Et maintenant, tous les schémas défensifs, ou à peu près de la Ligue, c'est des 4-2-5. Ouais. Et Cooper DeJean, qui était un demi de coin à Iowa, Vic Fangio, il trouve une place à l'intérieur et couvre les Jalen Waddle de ce monde, et couvre les... tu sais, quand Justin Jefferson s'en va à l'intérieur, Justin Jefferson, c'était un receveur intérieur à LSU. Là. C'était Jamar Chase qui était à l'extérieur. Cooper Kupp, c'est un receveur d'intérieur. Intérieur. Fait que là, t'as un Cooper DeJean qui peut jouer ce gars-là. C'est-tu pas un luxe extraordinaire? Puis ça donne que pourquoi est-ce que Cooper DeJean est là? Parce qu'ils ont repêché Quinton Mitchell de Toledo en première ronde, qui est aussi une recrue, qui joue en ce moment au niveau top 5 demi de coin de la NFL, qui met demi de coin. Alors, ils ont comme bien repêché, et le timing est excellent, là. Puis t'as Saquon en parfaite santé, ou à peu près, en tout cas, de ce que ça paraît, là. La seule, t'as Devontae Smith, puis ils l'ont même pas fait jouer en fin de semaine, il a fait l'échauffement, puis ils l'ont pas fait jouer. Alors, moi, je suis là, puis je regarde le statut du timing aussi des équipes. Les Chiefs m'impressionnent vraiment pas, là. J'ai regardé leur match au complet, c'était terrible contre les Raiders. Ils ont des lacunes partout, des vraies lacunes, là. Il leur manque un bloqueur à gauche, ils ont des blessés. Travis Kelce n'est pas l'ombre de lui-même. C'est pas vrai que cette attaque-là est comme les attaques qu'on a vues dans le passé. Puis c'est même pas vrai que cette défense-là joue au même niveau qu'elle jouait l'année dernière. Ça, c'est pas vrai, là. Ce que je vois sur le terrain, c'est pas une équipe championne. Les Bills, par exemple, jouent du gros football, ils sont en santé, ils sont capables de jouer de faire plein de choses, puis Josh Allen n'a jamais besoin de jouer au super-héros à tous les matchs. Bills, Eagles au Super Bowl. Moi, je pense que c'est comme ça que ça se passe cette année. Il faudrait aller en pause tout de suite. On va aller faire une petite pause. Au retour de la pause, je veux parler brièvement des Bears. Je veux parler aussi brièvement de la fin de semaine de rivalité extraordinaire dans la NCAA. Et je veux parler aussi, parallèlement à ça, du RSEQ. Des plans qui se mijotent que j'aimerais ça voir et que je vais activement participer. Puis on va revenir sur la plupart des matchs de la NFL. Vous êtes à la ligne des mêlées sur les ondes de BP1 Sport. On revient dans 2 minutes. Je comprends pas ce que tu veux. Voici la ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon. OK. Ben, commençons par ce qui est le plus important de tous ces sujets-là, Sophie Reign. Sophie Reign. Donc, OK. C'est parce que c'est très football. Ouais. Ben oui. Oui, pour vrai, oui. Parce qu'elle fait plus que des joueurs de football. Oui. C'est ça que je me disais. Non, mais c'est que je me suis dit aussi, non seulement ça, mais je me suis dit, je suis sûr que le monde qui écoute le football, c'est eux qui financent Sophie Reign. Tu comprends? Il y a un parallèle là-dedans, c'est sûr. Là. C'est vrai, ça. Écoute, Sophie Reign, j'ai appris ça en fin de semaine, est une jeune fille, j'avais aucune idée c'était qui. Je sais même pas encore à ce jour. C'est une influenceur? On appelle ça des créatrices. Créatrices de contenu. Non, mais c'est une influenceur avant? Genre une fille Instagram ou quelque chose? Mais ça part de là, habituellement. Je pense qu'elle a 20 ans. Elle a fait 42 millions sur OnlyFans l'année passée. 42 millions. C'est... Ben, on s'en part-tu un, là? Non, mais là, moi, je veux rien faire avec toi, Parley. on pourrait appeler DK Metcalf pour Parley. Oui, pour Parley. Pour Parley. Si on est capable de faire 42 millions, je retire ce que je viens de dire, je ferais n'importe quoi avec toi. mais juste un an. Ouais, mais je veux juste dire... Et là, je me disais, parce que je pensais à l'affaire de Jake Paul et Mike Tyson. Tu sais, Jake Paul a fait 40 millions avec son combat comme promoteur. Ouais. Il y a eu 60 millions de personnes qui ont regardé ce combat-là sur Netflix. Ouais. C'était sur Netflix. Il s'est battu contre le meilleur combattant de l'histoire de la boxe qui a fait 20 millions. Les deux ont fait moins qu'une fille que je sais même pas c'est qui sur OnlyFans. Mais là, je me suis dit, je suis sûr que le monde qui a écouté la boxe, c'est eux qui ont des comptes sur le OnlyFans de la fille. Je suis sûr. Tu sais, c'est ça, là. Ben, probablement. Il y a bien du monde qui finance ce compte-là là, à 42 millions de dollars par année. Elle fait 4 millions de dollars par mois qu'elle disait. Hey, ça fait du monde en tabarouette, là. Les gars, arrêtez.
Moi, donnez-moi là votre argent, moi, je vais vous envoyer des photos de ce que vous voulez. Une chance qu'on n'est pas dans le show de jeudi parce que j'en dirais des affaires. Non, mais c'est ouais, exact. Si on était dans le show de jeudi, Fascinant. ça parlerait de poignet. Fascinant. Mais OK, revenons-en sur Sherbrooke, par exemple. Petite question sur Sherbrooke. Écoute, premièrement, Sherbrooke ils ont eu du succès à recruter 2 gars qui étaient assez phénoménaux, Jean-Philippe Chouari et Jérémy Doyon-Roy, qui jouaient les deux au poste de quart, qui étaient les deux dominants au circuit collégiaux. Puis ils ont été quart à Sherbrooke. Ça a beaucoup aidé le recrutement pendant ces années-là. Il y a aussi André Bolduc qui avait une certaine prestance comme coach en chef là-bas. Puis après ça, je pense d'année en année, ils cherchaient à lever des sous, à être compétitifs, puis ils n'ont pas réussi à travers les années. Et je pense que c'est comme, bon, ben on n'est pas capable de compétitionner contre Laval, on n'est pas capable de compétitionner contre Montréal, parce qu'eux réussissent à trouver du talent, eux réussissent à lever des sous, en tout cas être financièrement épaulés par leur université ou par les gens dans la communauté, surtout l'Université Laval. Montréal, je sais peut-être pas autant, mais c'est tellement une grosse université en plein cœur de Montréal, plus facile de recruter à Montréal qu'à Sherbrooke, inévitablement. Et Sherbrooke aussi, ben, et comme n'a pas le même luxe de négocier avec l'université que Montréal et Laval, c'est pas aussi simple dans la relation de ce que j'ai compris avec les départements. Comme par exemple, l'année dernière, une affaire qui m'avait complètement jeté à terre, c'était le fait que les joueurs, par exemple, en génie à l'université de Sherbrooke, donc pour aller à l'université de Sherbrooke, il faut que tu sois accepté dans un bac. Ouais. OK? Je pense que c'est la seule université au Québec qui nécessite ça. Je pense que les autres, tu peux rentrer, par exemple, dans des programmes d'admission, tremplin un peu, jusqu'à temps que tu atteignes le programme ou la cote nécessaire pour rentrer dans ton programme. Et Sherbrooke, tu peux pas avoir ce luxe-là. Il faut que tu rentres tout de suite dans un programme. C'est des critères de l'université. Donc, déjà là, ils se limitent dans le recrutement. Puis deuxièmement, par exemple, le programme de génie, ben, les cours étaient souvent genre de 4 à 7 heures le soir. Fait que les gars venaient pas aux pratiques. Fait que c'est problématique en tabarouette, ça, là. Moi, je parlais. J'avais eu comme information que c'est ça, des fois, tu pouvais avoir la moitié de l'équipe qui était pas là 2 jours par semaine sur 3 pratiques. Là, je veux dire, c'est impossible de compétitionner avec les Laval, Montréal, que les gars, ils ratent leur cours pour venir aux pratiques. Mais oui. Je veux dire, c'est l'inverse, tu sais, c'est que et l'université aussi est comme plus souple pour les joueurs en disant un athlète, là, tu sais, ben, ton horaire d'athlète nécessite. Moi, souvent, on me dit ça, comment tu fais pour combiner étudiant-athlète? Ben, il dit athlète, ça te prend 40 heures, étudiant, ça te prend 40 heures, fait que c'est 80. Tu sais, je sais pas comment te dire ça. C'est ça, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a pas vraiment de combinaison possible, mais des fois, l'université fait en sorte que, tu sais, les athlètes n'ont pas de cours pendant les heures de pratique, par exemple. Ouais. Fait que, tu sais, ils vont faciliter les cours le matin pour les athlètes ou des choses comme ça, tu sais. Fait que ça. Mais si Sherbrooke fait pas ça, c'est sûr que ça nuit à long terme. Puis moi, si tu veux, on peut faire le tremplin sur la grosse fin de semaine de rivalité aux États-Unis parce que Michigan a battu Ohio State. Texas a battu Texas A&M à College Station, qui était une atmosphère incroyable. Là. Je regardais ça, puis moi, quand j'étais à Rice, les gars qui étaient à Rice, ils tripaient tous sur College Station. C'était vraiment comme... fallait aller à College Station. C'était vraiment mieux qu'Austin. Toutes les villes au Texas, il fallait aller à College Station. Puis c'est quoi College Station? C'est la ville où est Texas A&M. OK. C'est l'emplacement du campus et tout ça là, de Texas A&M. Puis écoute, l'atmosphère dans ce stade-là, qui était le stade de Johnny Manziel pendant les années, n'a pas eu tant de succès sur le terrain de Texas A&M depuis que Manziel n'est pas là. Mais reste qu'il y a tellement une culture là-bas que c'est le centre du Texas. Là. C'est comme là que ça se passe. Écoute, j'entendais jusqu'à vendredi, le billet le moins cher disponible était 10 000 $. Oh boy! C'est fou, là! Puis, je veux dire, Michigan-Ohio State, c'était à Ohio State. Le match que Ryan Day, le coach en chef, devait gagner, ils l'ont échappé contre une équipe de Michigan qui a pas... tu sais, ils ont gagné le championnat l'année dernière, perdu beaucoup de joueurs quand même, mais la grosse position qu'ils ont perdue, c'est le coach. Je vois pas comment Ryan Day peut garder sa job. Non, c'est le coach d'Ohio State. Écoute, c'est assez phénoménal déjà qu'il y a eu la job au départ. Là. Ouais. Il l'a gardé année après année après année. En perdant. Là, le senior class de Ohio State, là, ils n'ont pas gagné un match contre Michigan. Il est 0-4, je pense, contre Michigan, Ryan Day, ça se peut? 0-5 ou 0-4? Ils sont 4 de suite, là, Michigan. Ouais, c'est ça. Donc, il a perdu toutes les fois. Puis c'est ridicule parce qu'il y a 3 receveurs qui s'en vont dans la NFL, puis il n'a pas lancé le ballon une fois du match. Avec un squad qui est évalué à 20 millions. 20 ou 25 millions. Ouais, 25 millions.
ils ont année Pas après évalué. année. Parlez pas évalué. Non, mais ils ont combien donné. ils payent, ouais. Ils ont donné entre 20 et 25 millions à leurs partants. Ouais, mais exact. Mais... Cette année? Juste cette année, là. Boulette. Moi, c'est ça qui. On en avait parlé dans un podcast du jeudi, mais je faisais. Hey, c'est l'année 2 du NIL. Puis c'est drôle parce que j'en ai parlé à des gens du RSEQ. Pas du RSEQ. Ben oui, du RSEQ là, pendant la Coupe Vanier. Pas du RSEQ même, mais des gens qui sont impliqués dans des organisations de football. Puis ils avaient entendu le segment au podcast. Puis je leur disais, hey, gars, je vous jure, là. Vous connaissez, c'est même pas le type du iceberg, là, ce que je vous dis là. Ouais. Vous allez capoter, là. Faites de quoi vite, là, parce que ça va brasser raide rapidement. Là. C'est clair. 25 ça millions. commence, là. Ben, ça commence. C'est juste Bryce Underwood. Bryce Underwood qui s'en va à Michigan l'année prochaine, qui était le choix numéro 1 recruté aux États-Unis cette année. Larry Ellenson, le fondateur de Oracle, Et sa femme. et Dave Portnoy à Barstool ont rencontré Bryce Underwood puis ils ont donné 10 millions. Mais ça c'est la femme. Le mari, il est même pas allé à Michigan. Non, je sais, mais le mari vaut 226 mais c'est milliards. ça, mais c'est la femme qui est une passionnée de football. Oui. Qui a Mais réussi il à- vaut 2... Puis tu sais, lui, là, sortir 10 millions pendant 4 ans, il vaut 226 milliards. Je veux dire, dans 10 ans, ça va être 100 millions. Ah non, mais lui, c'est une nouvelle... Garantie, là. Lui, c'est une nouvelle banque de Michigan, là. Ben, en tout cas, tu sais, puis il va en avoir d'autres, là. Il va en avoir d'autres parce qu'il va y avoir une façon là-dedans pour eux que ça soit rentable. Bref, c'est le début de tout ça. Puis il y a tellement de joueurs québécois qui dominent. Juste en fin de semaine, 2 Québécois à Rutgers. Porteur de ballon partant de Rutgers, c'est un Québécois, c'est un gars d'Albevio. Un autre secondaire sur un gros jeu, Rutgers gagne le match. Il y a des Québécois partout dans l'NCAA en ce moment. Et c'est de plus en plus facile pour les Québécois d'y aller. Puis comment tu ferais pour refuser ça quand tu te portes dans 10 ans? Puis t'as un gars ici qui sort de la Chine qui s'en va à Dalbevio puis que 2 ans après, il se fait offrir $1 million par année pour aller à Michigan. Ouais. Comment tu refuses ça pour aller à Sherbrooke? J'ai rien contre Sherbrooke, mais comment tu refuses ça? Tu sais, je veux dire, moi, j'ai tout pour développer le talent ici puis de le garder ici, mais à un moment donné, la réalité est la réalité, là. Ah, les incitatifs sont trop gros, là. À un moment donné, c'est fou, là. Et c'est le début de tout ça. Donc, c'est sûr que le Québec doit trouver une façon de bouger, puis c'est pourquoi, moi, je leur dis sur la plateforme, j'ai la plateforme ici, puis je vais le redire ailleurs. Il faut que le Québec et le Canada trouvent une façon de rendre son football universitaire plus compétitif. Il faut que, pour que l'engagement de l'auditoire soit plus engagé, moi, je pense qu'il doit y avoir un diffuseur québécois, un diffuseur canadien, pan-canadien, et que les grandes universités au Canada s'organisent pour faire une division 1 au plus tabarouette. Je pense. Parce que Taylor Elgersma, contre Laval à la Coupe Vanier, si t'es capable d'avoir 6 matchs comme ça par année, là, Ben oui. peut-être que là, tu vas garder des jeunes ici. Peut-être que là, ça va motiver des organisations, le gouvernement, des compagnies de dire, bon, ben regarde, on n'est pas capable de donner $1 million, mais tu sais, comme le junior majeur paye ses joueurs, là. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas... À un moment donné, il va falloir que tu compétitionnes. Donc, ta proposition, ce serait une division 1 intercanadienne. Ben, c'est sûr qu'à la base, il faut que ça bouge. Ouais. Parce qu'il faut qu'il y ait un meilleur engouement pour créer des revenus. Tu sais, il faut avoir un meilleur engouement sur le football ici, meilleure compétition, meilleur spectacle télévisuel. Parce que s'il y a bien un endroit où on n'arrête pas de parler de la télé qui crache partout dans le monde, s'il y a bien un endroit qui crache pas, c'est la télé dans le sport aux États-Unis. Ça, je te le garantis. Donc, prenons ce modèle-là, puis disons, OK, on est capable de faire vivre une télé sportive ici au Québec ou au Canada, parce que c'est prouvé là-bas, il y a une culture de sport. La culture de sport, elle ne cesse d'augmenter de toute façon partout en Amérique du Nord. Au Canada aussi, c'est la même chose. Quand je regarde juste pour ce qui est des paris sportifs ou les sports qui sont populaires chez les jeunes, tu sais, c'est le basketball, c'est le football, c'est le soccer. C'est pas les mêmes sports que les autres générations, mais c'est des sports internationaux. Donc, il faut se copier ce que les gens y font à l'international qui fonctionne bien. Puis quand moi, je regarde ça, ben, je veux dire, oui, moi, je pense que ça passe par un incitatif des jeunes de les garder ici. Ben, c'est que la compétition, elle est bien meilleure qu'elle était avant, par exemple, où là, on aurait peut-être une ligue, l'Ouest et le Midwest canadien se mettent ensemble, et l'Ontario puis le Québec se mettent ensemble. Et là, tu aurais comme déjà une bien meilleure compétition. Peut-être qu'on peut commencer à faire des matchs hors conférence, comme la NCAA fait déjà depuis plusieurs années, où tu pourrais aller jouer, par exemple, Laval l'année prochaine. Ça serait-tu cool que la première game, ça soit contre Elgersma à Laval? Première game de l'année. Fais venir Laurier à Laval pour l'ouverture de la saison. Fais jouer ça partout au Canada. Je trouve ça très, très, très intéressant. Parce que pour vrai, tu sais, en tant que partisan de football, si Montréal affronte McGill sur TVA Sport, je l'écouterai pas.
Mais si tu me dis que justement, tu as des matchs comme ça, interconférence, où on est capable de me vendre les affrontements comme on est capable de les mousser dans le cas, par exemple, de la Coupe Vanier ou des gros matchs Montréal-Laval, là, le partisan de football, qui, disons, est plus moyen, va l'écouter, selon moi. Parce que à chaque fois que tu as Montréal-Laval, les gens l'écoutent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça va être de la qualité, que ça va être un bon affrontement. Fait que si on est capable d'avoir plus d'affrontements de ce type-là, je suis sûr que les gens vont se brancher. Peut-être pas en aussi grand montant, évidemment, que Montréal-Québec, parce que c'est quand même une rivalité qui se sépare des autres. Mais je rejoins vraiment ce que tu dis au niveau du potentiel qu'on a de football au Canada, puis qu'il faut le maximiser pour pouvoir essayer de garder nos joueurs ici. Là. Ben ouais, tu sais, ça peut être un angle, c'est sûr. Puis il y a un aspect local qui est intéressant aussi. Tu sais, quand moi j'étais aux États-Unis, j'étais dans la minorité. Là, c'est 95% des jeunes aux États-Unis qui jouent à moins de 100 km de leur maison de naissance, de leur famille, tu sais. Donc c'est très rare qu'un gars du Texas va aller jouer ailleurs qu'au Texas, en Oklahoma, puis genre le Nouveau-Mexique. Tu sais, c'est rare que les gars vont s'expatrier bien loin de leur famille parce que c'est important. T'as 18 ans, tu veux rester pas loin de chez vous. Donc ça peut peser lourd dans la balance. C'est pas vrai que tous les Québécois en ce moment... Tu sais, je regardais par exemple, il y a un jeune secondaire qui jouait, je sais pas, je pense qu'il joue au Maraudeur de Laval. Le gars a un physique spectaculaire, là. Puis il vient de signer à Syracuse. Pourquoi Syracuse, c'est aussi populaire chez les Québécois? C'est parce que c'est à 3 heures de route. C'est merveilleux, là. Mais oui. Pas parce que pourquoi qu'ils viennent de battre Miami en fin de semaine puis ils viennent de sortir Cam Ward, le carrière de Miami des séries éliminatoires. Mais tu sais, si Syracuse pouvait se faire un pipeline de talent au Québec, il restera plus beaucoup de talent au Québec, ou de garantie, moi. Syracuse commence à donner des 250 000, 300 000, 500 000 à des petits jeunes Québécois là, pour être à 3 heures de route, là. C'est-à-dire que... on va la faire la route. Va falloir que tu trouves quelque chose, il va falloir que tu sois innovant là, à les garder ici puis à les motiver à être ici. Tu peux payer l'école, tu peux essayer de faire autre chose, mais c'est sûr que pour moi, offrir aux jeunes, dire regarde, on va augmenter la compétition et tu vas aux États-Unis parce que tu veux jouer dans la NFL, ben nous autres ici, on prend les grands moyens puis on va augmenter la compétition ici puis les recruteurs vont venir recruter ici. T'sais. Ce genre d'affaires-là, ça peut être ça aussi, parce que c'est pas tous les jeunes qui peuvent être capables d'avoir une bourse d'études, mais de rester... dans ton pays, avoir le plus... Antoine Deslauriers, merci sur la messagerie texte, c'est exactement lui dont je parlais. Antoine Deslauriers, un jeune secondaire qui s'est expatrié en Georgie, finir son secondaire, je pense, c'est en Georgie, et signe à Syracuse. Donc les jeunes sont partis à 16 ans maintenant. T'sais, fait que ça affecte tout le football, non pas juste au niveau universitaire, mais au niveau collégial aussi au Québec. Fait que c'est ça, en espérant que... Moi, je veux en parler le plus souvent possible. Moi, je veux aider chaque plateforme que j'ai, autant en faisant les matchs universitaires qu'ici à BPM Sport sur la ligne des mêlées. J'aimerais vraiment ça, voir ça d'ici les 10 prochaines années, 5 prochaines années, de voir du mouvement à ce niveau-là, parce que il faut se préparer. Sinon, encore une fois, on va se retrouver en faisant... Ah, ben là, je sais pas quoi. Je veux dire, on l'a déjà vu, là, ça, dans l'histoire, qu'on est tout le temps un peu en retard. Là. Ça, on pourrait être en avance. Puis je vous le dis, je lance déjà l'alerte. Que ça a déjà très commencé. Est-ce qu'on se lance dans le football de la NFL un peu avant de partir en pause ou tu veux partir en pause avant? Pause tout de suite. On revient juste à NFL, pour la deuxième demi-heure de la ligne des mêlées. On revient sur les gros matchs en fin de semaine de la NFL, puis on parle du match du lundi soir. Manquez pas ça, on revient dans 2 minutes. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. Voici la ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon. Vous êtes de retour à la ligne de mêlée, une chanson mollo parce que c'est ça. Ouais, parce qu'on parlait de Bryce Young. Hein? Ouais, commandons. Ouais, on parlait de Bryce Young pendant la pause. Bryce Young, je suis vraiment surpris de la tournure des événements, mais agréablement surpris parce que c'est un bon kid. Jamais j'aurais cru qu'il serait revenu de cette démotion-là qu'il a reçue dans cet environnement-là qui est celui des Panthers. Mais les Panthers jouent bien en ce moment. Ils jouent bien depuis 3-4 matchs déjà. C'est Bryce Young qui les amène là. Écoute, je félicite ce jeune-là parce que il s'est pas laissé abattre. Il s'est pas laissé abattre par la situation. Revient avec le sourire, joue bien. Ça a commencé contre les Chiefs, hein? Contre les Chiefs, tout le monde a comme fait « Wow, OK, Bryce Young, il est capable de faire ça finalement. » Mais c'est là où tout l'environnement, hein, des fois, puis Dave Canales, le coach en chef là-bas, c'était celui le coordinateur à l'attaque de l'année dernière des Buccaneers, puis il disait tellement de bonnes choses de Dave Canales. D'ailleurs, Dave Canales
Il avait sorti un livre à un moment donné sur le... Il avait été... Oh boy. Il avait sorti un livre pour son mariage, OK? Puis dans le sens, il dit j'ai vraiment pas été un bon mari parce que il dit je buvais beaucoup d'alcool, j'étais sur les paris sportifs, j'ai fait de la drogue et j'ai été infidèle. Puis là j'étais comme arrête de parler de nous. That's most of us. J'étais comme wow, faut-tu tout écrire un livre là? J'étais comme wow, tu parles de genre 90% des hommes là. De nos auditeurs. Hein? Moi j'étais comme Colin, faut-tu qu'on se mette à écrire un livre, ça? J'avais tellement ri que j'avais vu ça. David! J'étais comme, m'attendais à quelque chose de 100 fois pire, tu sais. Il disait comme, en fait, 4 choses que plein du monde vivent à tous les jours, là. Là, j'étais comme, bon, ben écoute, j'espère que ta femme a apprécié le livre. J'étais là, je sais pas, t'aurais pu y écrire une lettre dans Cahier, t'aurais pas obligé de tout lire ça, tu sais. Mais ouais, en tout cas, bien content pour Bryce Young et les Panthers qui jouent du bon football. Puis je ne pense pas qu'ils vont se chercher un carrière l'année prochaine. Non. Fait que c'est déjà ça. Ils rehaussent le niveau du football. Une équipe qui est allée chercher un corps arrière, c'est les Steelers. Ouais. Et puis là, 44-38 contre cette merveilleuse défense des Bengals. Ouais, écoute, Russell Wilson avait 300 verges à la première demi. Je veux dire, c'est assez phénoménal. Là. Mais c'est comme Herbert la semaine d'avant. C'est comme tout le monde traverse les Bengals. Ah, mais là, même Jamar Chase, il a dit, j'ai l'impression qu'il faut qu'on fasse des TD sur chaque drive. Ben, c'est pas mal ça. Ça fait un mois et demi qu'il dit ça en privé. Mais les Steelers ont eu 520 verges d'attaque. C'est assez phénoménal. Puis j'ai l'impression que, tu sais, l'année dernière, quand en fin d'année, quand les Steelers ont fait l'acquisition de Russell Wilson, je me suis dit, Mike Tomlin, avec Matt Canada comme coordinateur à l'attaque et Kenny Pickett, a eu 9 victoires. Ouais. N'est pas me dire qu'il va pas en avoir au moins 11-12 avec Russell Wilson puis Arthur Smith, le coordinateur offensif qui était avant coordinateur offensif des Titans, qui a été coach en chef des Falcons. Les Jets ont essayé de l'avoir cette année, mais Woody Johnson est arrivé puis il a sûrement dit non, s'il achète pas d'huile à bébé, je le signe pas. Mais Woody Johnson. Avez-vous entendu cette histoire-là, comment il a mis dehors Avez-vous entendu parler de l'histoire de comment il a mis dehors Joe Douglas? Non. Vous n'avez pas entendu ça? Non. Fait qu'on se rappelle, a mis dehors Robert Saleh. Ouais. Après ça, a juste passé par-dessus Joe Douglas puis a dit on va signer Devante Adams puis on donne peu importe ce que les Raiders veulent. Après ça, a passé par-dessus Joe Douglas, qui est le directeur général des Jets, là, a passé par-dessus lui pour signer Hassan Reddick, là, finalement régler ça avec Hassan Reddick. On payé ses amendes. En fait, ça leur a coûté cher. Là. Woody Johnson a tout fait ça. Et Joe Douglas, c'est rare de mettre dehors un directeur général en plein milieu de l'année. Là. Apparemment, écoute, c'est une vraie histoire. Là. Ça a été sorti, je pense, par Diana Rossini The Athletic. Mais Woody Johnson est arrivé en pleine pratique avec son hélicoptère sur le terrain de pratique. Je te jure. Débarqué en hélico, en pleine pratique. La pratique s'est arrêtée là. Joe Douglas s'est retourné vers Jeff Ulbrich, le coach en chef, puis il a dit s'il me met dehors tout de suite, là, ça aurait été un honneur. Voyons. Je te jure. Puis il l'a pris, il l'a sacré dehors. Ça a été ça. Il est débarqué en hélico. Il est allé voir Joe Douglas, il dit viens, on s'en va à l'intérieur. Il l'a mis dehors en dedans. Il n'est jamais revenu, Joe Douglas, à la pratique. Ils l'ont mis dehors sur le champ. Puis, on en parlait là, que souvent, si t'es DG dans la NFL, tu l'ais juste une fois. Ouais, ça a été la fin. Je fous une claque. Hey. Tu débarques en hélico, je te fous une claque. Hey, t'imagines? Mais oui, j'aurais plus d'autres jobs. C'est ça que Joe Douglas, il riait apparemment. Il disait écoute. Mais t'as-tu vu, les Bears, ils ont laissé Matt Effelbuff faire sa Matt, conférence. comment tu l'as appelé? Là, tu t'es trompé avec le professeur de Poudlard. Non. Eberflus, oui. Ils l'ont laissé faire sa conférence de presse le matin, puis ils l'ont mis dehors, genre 30 minutes après. Ouais, je sais. Il a eu le temps de dire moi, personne ne m'a averti. Il a dit moi, je me prépare pour la game d'en fin de semaine, comme d'habitude. Imagine le propriétaire regarde ça, puis il dit toi, les Bears, ça, c'en est un autre. Écoute, les Bears, là. Mais eux, c'est la première fois dans leur histoire qu'ils renvoient leur coach en pleine saison. Oui, mais dans leur histoire, c'est ça qui est fascinant quand même, parce que c'est vraiment. Les Bears, là, c'est la seule équipe de la NFL. Écoute, les propriétaires des Bears sont propriétaires des Bears depuis les années 20. Ça fait 100 quelques années là, qu'ils sont propriétaires. La propriétaire actuelle a 101 ans. 101 ans! Still on the grind. Je veux dire, elle a fait son bac dans les années 40. Tu lis ça et tu fais, mais ça n'a aucun bon sens. Là. 101 ans, c'est elle la propriétaire. Là.
Elle est encore là dans les rencontres, là. Elle regarde les shots encore, là. C'est Non. elle qui a dit Eberflus, it's enough. Ouais, Eberflus, you're not coming back. Elle a pesé sur un bouton. Non. Ouais. Écoute, en ce moment, les Bears, ils ont... j'essaie de me rappeler, je pense que c'est Frank Warren, leur VP des Legal Affairs, OK? Et genre Football Operations. Ils ont fait venir ce gars-là, un gars il a été un peu... Il a roulé sa bosse. Dernièrement, il était le directeur du Big Ten dans les dernières années, OK? Ils l'ont fait venir pour qu'il gère Legal Affairs. Donc, le gars, c'est un passé d'un avocat. Legal Affairs des Bears et l'opération du stade. OK? Ils l'ont fait venir dans l'organisation pour ça. En se rappelant que je pense son nom, c'est Victoria, là, de la Centenaire, là, est propriétaire. Donc, elle a la place du monde, comme ça. Et lui... Et là, en ce moment, là, il est sorti aujourd'hui des médias. C'est lui qui s'occupe de trouver le nouveau coach. Le gars, c'est juste comme... C'est un gars qui gère voir si les hot dogs coûtent 1,50 ou 3,20. C'est lui qui trouve le nouveau coach. Hey. Non, mais les Bears, là, je te dis, c'est pire que les Jets, je pense. C'est dommage parce que tu le sens qu'ils sont pas loin. Ouais. Mais sont là. Comme même dans leur dernière rencontre. c'est l'exemple Ok, mais parfait. c'est lui qui a dit, parce que je viens de voir tantôt le président des Bears, il a dit que la job de head coach des Bears, c'est la job la plus convoitée dans le football. Oui, c'est lui, c'est Frank Warren, Ok, je m'avance. C'est ça, c'est lui. Mais c'est pas le CEO des Bears. Le CEO, c'est la matante, là. En tout cas, les Bears, c'est pas... C'est la bataille. Moi, quand il y avait un gars avec qui j'étais ami à Rice qui était allé travailler pour les Steelers tout de suite après tout de suite après Rice. Et moi aussi, il avait enfilé les équipes. C'est d'ailleurs comme ça que j'avais été au AFC Championship en 2011. C'est lui qui m'avait donné des billets des Steelers. Puis, il m'avait dit, Arnaud, il dit, c'est pas toutes les équipes qui sont bien gérées, là, je te le garantis, là. Puis il m'avait nommé les Bears, il dit ça, c'est un mom and pop shop, là. C'est un mom and pop shop. Ouais, ça paraît. Non, mais c'est vraiment ça. Ils prennent paraît. des décisions, là, genre, tu sais, ils sont pas là au meeting, ils sont pas là, puis c'est eux qui choisissent le coach. Tu sais. Ça, c'est atroce. Hey, c'est incroyable. En tout cas. Bon fanbase. Ouais, désolé, on passe sur des affaires, mais Ben, c'est des non. histoires de la semaine quand même. Ben, c'est lié aux équipes en plus dont on parle. Ouais, Bills 49ers, Oui. faut en parler. On en a Allons-y. parlé brièvement. Oui. Les 49ers, je pense, je pense que les 49ers, ma réflexion par rapport aux 49ers est celle-ci, OK? Je pense que dans toute grande ligue, il y a un certain groupe minime de grandes organisations qui sont capables de maintenir leur succès dans le temps. OK? Puis je pense que tu peux penser aux Golden State Warriors, par exemple. C'est un bon exemple. Surtout dans les ligues avec un cap salarial. Les Red Wings qui ont fait les séries pendant 23 Les Red ans. Wings, c'est un excellent Ah, exemple. ouais. Les Penguins de Pittsburgh avec Sidney Crosby, Malkin, puis c'était qui? C'est Stahl aussi, le troisième centre. Là, tu sais, de Jordan Stahl, de garder ça, Christopher Le Temps, Fleury, tu sais, de garder des noyaux, pas trop chers, de savoir bien négocier les contrats, puis de pogner des gars comme genre, je me rappelais des Penguins qui avaient Pascal Dupuis, je pense qu'à un moment donné, ça se peut-tu? Ouais. Ouais. Scorait 40 buts, genre. Ah, Le gars, ouais. avant son max qu'il en avait 8, c'est 12, tu sais. Ouais. Puis là, score 40 parce qu'il joue avec Crosby, tu sais. Mais de trouver ce genre de petites perles-là là, qui coûtent pas cher, puis tu l'amènes puis qui te fait maintenir ton succès. Les Chiefs, on dira ce qu'on voudra, là. C'est peut-être pas l'époque du 50 passes de toucher de Pat Mahomes, mais ils gagnent quand même. Le succès des Chiefs se maintient à travers le temps. Ils ont échangé Tyreek Hill au sommet de son art. Ça n'a pas paru dans les succès de l'équipe. Golden State, là, en ce moment, laisse partir Klay Thompson, mais tu sais, ça a été Draymond Green, Steph Curry puis Klay Thompson pendant, 10 ans? Puis tout le reste autour a changé, mais ça changeait pas le succès de cette équipe-là. Les 49ers, j'ai hâte de voir, parce que là, sur le terrain, depuis 2017-2018, c'est hyper performant. Maintenant, c'est John Lynch en haut. Qu'est-ce que lui va être capable de faire pour maintenir cette équipe-là? Parce que là, ils arrivent à une embûche auquel ils n'ont pas fait face depuis le début. C'est-à-dire, on a bâti notre équipe autour du carrière, mais sans jamais payer gros prix pour le carrière. Et là, il va falloir qu'ils trouvent une solution en se disant combien on donne à Brock Purdy puis combien il nous reste. Alors là, est-ce qu'ils vont être capables de gagner avec Brock Purdy plus que ce qu'ils gagnaient avec Jimmy G, par exemple? Tu sais, je veux dire, je pense que la fiche de Jimmy G avec Kyle Shanahan, c'est genre 35 victoires, 10 défaites, là. Il gagnait beaucoup là, avec Jimmy Garoppolo, qui n'a jamais rien fait avant ni après. C'est-tu la même chose avec Brock Purdy? Il laisse-tu partir, il repart à zéro? S'il repart à zéro, là, c'est parce que là, Trent Williams se fait quand même assez vieux.
George Kittle. Deebo Samuel bouge presque pas. McCaffrey, il s'est déchiré le PCL, je pense, hier ou quelque chose. Sa saison est finie. Ouais. Est-ce qu'il revient l'année prochaine? On s'entend, il était en Allemagne tout le début de l'année en train de gérer genre une blessure au talon d'Achille. Ben c'est ça, il dit 6 semaines, il reste 5 semaines à l'année. Non, mais c'est 2 blessures dans l'année là, quand même. Là. Il n'a pas joué de l'année. Non, il a joué un match et demi. Fait que ça il était déjà affaibli. Là. Tu peux t'avoir sorti une statistique la semaine dernière comme quoi il courait à comme 6 km à l'heure de moins que l'année dernière. 6 000 à l'heure plus vite, plus lent que l'année dernière. Que l'année passée, il était à 22, là, il était à 18. Genre, hier, ça paraissait pas parce qu'il y avait 3 pieds de neige. Fait que, je veux dire, tout le monde était ralenti. Mais, tu sais, c'est ça. Comment ils vont se... Tu pars de où pour te revamper? C'est quoi c'est quoi le centre de cette équipe-là? C'est quoi ton noyau? C'est-tu Brock Purdy? Là, tu bâtis autour de Brock Purdy? C'est pas Trent Williams, ça peut pas être Kittle, ça peut pas être Ayuk, c'est clairement pas Ayuk. Je veux dire, tu peux pas compter sur lui. Là. Il y a quelqu'un qui va partir, ça c'est sûr. Moi, je pense il y en a une gang qui vont partir. Deebo va probablement partir, d'où la signature de Ricky Pearsall l'année dernière. Ben, exact. Mais là, c'est quoi? C'est ça. Ça va être qu'est-ce que John Lynch va être capable de faire? Et j'ai bien hâte de voir s'ils vont être capables de maintenir ce bateau-là. Parce que là, je suis pas sûr du noyau de cette équipe-là. Puis tout va passer par là, en fait. Là, tout va passer par là. Mais s'ils mettent dehors Kyle Shanahan, j'espère que je rachète de l'huile à bébé. Ça, je vous le garantis. Eagles-Ravens. Eagles-Ravens, ben, je l'ai dit en début d'émission, mais pour moi, c'est une des victoires les plus impressionnantes que j'ai vues cette année parce que les Eagles ressemblent beaucoup aux Ravens. Ils ont joué la game des Ravens puis ils les ont battus dans leur propre match, dans leur propre stade. Les Eagles sont jeunes. Ils sont en santé. Ils avaient de l'air dominants hier dans un match où ils n'ont pas outrageusement dominé. Même la feuille de pointage des Ravens ont mieux fait qu'eux. Mais les Eagles ont imposé leur rythme, ont imposé leur jeu. Moi, et c'est leur défensive qui m'impressionne le plus. Comme par exemple, Zach Brown, là, Vic Fangio, le coordinateur défensif, prends ce gars-là en début d'année. Harry Roseman, le directeur général, dit « Ah ouais, j'ai Zach Brown, c'est un gars d'unité spéciale, puis met un peu de pression sur le carrière. Est-ce qu'on leur signe? » Vic Fangio regarde du film, il dit « Je pense que oui. » Puis il dit « Je pense que je vais le mettre secondaire à l'intérieur. Le gars n'a jamais joué là de sa vie. Meilleur secondaire à l'intérieur cette année dans la NFL. Tu sais, je veux dire, des fois, tu as des gars comme Vic Fangio qui sont capables de voir ça. Cooper DeJean, le mettre comme nickel. Il est en train de tout arracher. Pète Derrick Henry en plein milieu du terrain. Tu sais, je veux dire, c'était impressionnant quand même comme victoire hier. Puis si les Eagles continuent, je pense que la vie, c'est beaucoup le timing. Moi, je les vois se rendre jusqu'au Super Bowl. Ouais, ça sent la fin aussi pour Justin Tucker, là. Ah, c'est triste, hein, ça. C'est vraiment poche être botteur, puis... Mais parce que ça reste un des meilleurs de l'histoire. Ah ouais, c'est ça. C'est juste que cette année, il a raté un extra point, 2 field goals. C'est tellement dur à avoir des... Il a coûté des matchs aux Ravens cette année. Ben, tu sais, on peut dire qu'hier, il a pas loin de coûter le match. C'est dur d'avoir des points dans la NFL. Tu sais, tu te fais vraiment... Si tu rates, comme mettons Aaron Rodgers en fin de semaine avec Garrett Wilson dans son début, le jeu d'après, ça a été l'interception de Leonard Williams, là. Mais, tu sais, j'entendais les journalistes qui étaient durs avec Aaron Rodgers, là. Le gars est tout seul. T'as pas le droit de le rater. Des fois, quand cette année, je parlais de Jonathan Sénécal ou d'autres carrières, là, quand le gars est tout seul, t'as pas le droit de le rater. Non. Si tu veux être un bon, là, tu peux pas le rater. C'est comme c'est un pote de birdie là, à 5 pieds. Là, tu peux pas le rater. Puis tu vas te faire juger sur ça. Même si t'es dans un match, puis t'as mal à la cheville, puis t'as mal à l'épaule, puis tu peux pas rater ça. Puis c'est la même affaire pour les batteurs. Puis c'est rendu que Justin Tucker, c'est comme 56. On l'envoie, là. Je veux dire, c'est 85% plus, là. Et là, cette année... mais ça existe des batteurs qui ont des années de misère, puis l'année d'après, c'est comme si rien n'était, hein. C'est déjà arrivé dans le passé, là. Ouais, les batteurs, c'est comme ça aussi. J'avais un gars qui peut se permettre ça, ce serait lui, je pense, là. Ouais. T'sais? On l'a vu avec Felipe Forteza. Ouais, exact. Puis rapidement sur les Eagles, tu sais, pour revenir un peu sur ce que tu disais, ils ont tout pour se rendre loin. T'sais, ils ont le jeu par la course, ils ont la défensive, puis ça, c'est 2 mix dont on parlait qui l'amènent directement à du succès à long terme. Exact. Puis on n'était pas sûr au début de l'année de l'identité, mais là, je pense que c'est clair, leur identité. Ouais. Puis tu rajoutes en plus de ça une défensive qui joue bien, là. Ils sont impressionnants. Dernière équipe, dernier affrontement, pour ça, on se dirige à la pause, puis on termine avec un petit blitz. Vikings-Cardinals. Ouais, ben écoute, moi, j'ai pas compris. En fin de match, là, il y avait quelque chose de bien intéressant. Les Cards menaient par 3, battent un placement avec 3 minutes à faire. J'ai pas compris pourquoi il va juste pas pour le toucher. Les Cardinals qui revenaient de tu sais, je veux dire, d'une défaite contre les Seahawks, pour moi, aurait dû être un peu plus agressif en cette fin de match-là, puis essayer de juste gagner le match. Tu sais, je veux dire, Shane Steichen des Colts me l'a prouvé là, contre les Pats. Là.
quand t'es sur la route, là, On faut que l'avait. Non, mais quand t'es sur la route, il faut que tu sois plus agressif que l'équipe à domicile, surtout en fin de match. Surtout quand t'es dans une position que tu fêtes pour ton spot de série. Exact, il faut que tu sois agressif. Comme les Cards, comme les Colts. Les Colts qui vont pour la victoire. Ça, les Colts, ils savent qu'ils peuvent plus perdre. Là. Ils savent qu'ils peuvent pas perdre et ils se disent, je joue pas chez nous, j'ai pas l'avantage de la foule, j'y vais là, puis j'y vais pour gagner, puis je pars avec la victoire. Puis je pense que c'est ça que les Cards auraient dû faire. Ils étaient à la ligne de 5, ils auraient dû y aller pour tout de suite là, le coup final, là, directement aux Vikings. Ils auraient dû aller gagner ce match-là sur ce jeu-là. Sur Twitter, j'ai vu beaucoup de fans des Cards qui sont d'accord avec ce que tu dis. Ouais, mais parce qu'il y a une façon de gérer cette fin de match-là pour les Vikings que là, les Vikings, il fallait qu'ils aient marqué un toucher, tu sais. Hyper agressif, on va marquer un toucher, il faut aller dans la zone début. Mais si tu as besoin juste d'un placement, c'est rare que si tu as besoin juste d'un placement en fin de match, tu vas y aller pour un toucher. Tu vas comme prendre ton temps, tu vas gager le fait qu'il n'y a plus de temps pour l'adversaire, puis tu vas aller en prolongation. Fait que c'est ça. Retour, on revient dans 2 petites minutes pour le match de ce soir, puis je vais avoir un petit mot aussi sur les Commanders qui écrasent les Titans en fin de semaine. Vous êtes à la ligne des mêlées, on revient dans 2 petites minutes. Je comprends pas ce que tu veux. Voici la ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon. De retour à la ligne des mêlées, je veux brièvement dire un petit mot sur les Commanders. Le Kingsbury Cliff n'a pas eu lieu en fin de semaine. Hein? J'ai l'impression que maintenant, j'ai vraiment l'impression qu'il y a tellement de bonnes informations qui circulent sur Internet, des gens qui passent beaucoup de temps à faire leurs recherches. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des coachs qui lisent des trucs qui sont comme « Ah ben tabarouette! » Ah mais c'est sûr, ils le savent là. Je suis pas sûr! Je suis pas sûr, Parley. Je te jure, je suis pas sûr. Tu penses pas que les coachs sont au courant? Je vais te donner un bon exemple, OK? Hey. Je sais que c'est pas Cliff Kingsbury, là. C'est sûr que ça dépend des coachs, là. Mais Gabin, je vais te donner un super bon exemple, OK? En arrivant dans CFL, un de mes chums qui jouait avec moi dans cette équipe-là jouait à Sherbrooke avant, OK? Puis à un moment donné, on parlait de Sherbrooke, puis tout ça, puis il me parlait de Laval, puis il disait, vous êtes pas si bon que ça. Je dis, hey, Gabin, vous autres non plus. J'ai dit, vous autres, vous aviez des formations. Par exemple, je disais, en Gun Strong, là, genre 5 receveurs, là, vous étiez 100% en passe. Genre 80 jeux, 0 course. C'est impossible! Là, je dis, non, je te jure, 0. Là, il était comme, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Là, je dis, tu sais, vous êtes même pas capable de vous, on appelle ça au football, de vous self-scout. Vous êtes même pas capable de savoir ce que vous faites, en fait, tu sais. Écoute, la semaine d'après, Sherbrooke jouait contre Laval à la télé. Je me souviens, je regardais la game avec lui. Je te jure, Gun Strong, il sort, il court la balle. Je le regarde, il me regarde, il part à rire. Il a texté le coach. Il a texté le coach pour y dire. Ouais. Le gars, s'il l'avait pas texté, là, il le savait pas. Mais ça, c'est un aspect intéressant. Puis on n'a pas de bon sens. Là. Il ne reste pas beaucoup de temps, je vais le dire rapidement. Là, mais c'est en tant je fais du vidéo aussi en tant qu'entraîneur. Puis ça, c'est un truc que je pense que les coachs font passer souvent dans tout sport confondu. Là, de regarder des vidéos de leur propre équipe et de voir leurs faiblesses à eux. Parce que souvent, les équipes vont regarder ce que l'autre équipe fait de mal. Mais c'est tellement important de voir ce que ton équipe donne. C'est ça. Où tu es vulnérable. Parce que c'est là que les autres équipes vont apporter des ajustements aussi. Exact. Mais je veux dire, tu sais, cette année, Kyler Murray, Call of Duty, c'est sûr qu'il n'a pas joué. Cliff Kingsbury, Cliff. Quand ça, il a défoncé les Titans en fin de semaine. Ouais, ça veut pas dire que le Cliff est fini, là. Tu parierais. Est-ce que tu gagné des games dans le Cliff contre les Commanders, toi, en fin de semaine? Il joue contre qui? Je me rappelle plus, il joue contre qui, mais je te jure, j'étais stressé, là. J'étais stressé quand je regardais ça. Les Commanders ont couru la balle dans le visage des Titans. Bye week. Ouais, j'entends bye week. Ça, on va savoir plus de Canada. Ils ont tenu la balle les Saints la semaine d'après. Ils ont tenu la balle 40 minutes de temps. Je veux dire, il y avait de l'air des Commanders de début d'année, là, tu sais. Ouais, mais... Puis d'ailleurs, j'avais fait une petite jasette en début d'année pour dire que les Commanders allaient finir en haut de cette victoire. Ouais. Donc, il est rentré. Il est rentré à la maison. Merci beaucoup. Mais je suis pas sûr que les Commanders n'ont pas ce qu'ils font, je pense, pour se rendre loin en séries éliminatoires. Mais quand même une belle équipe menée par Jalen Daniels et Dan Quinn comme coach en chef. Qui gagne ce soir? Moi, j'adore les Broncos. Allez voir sur ma story Instagram. Je vais dire le petit brin de jasette que j'ai fait. Et Parley, t'as été en feu toi, en fin de semaine. Bon sens. En feu. Ça n'a pas de bon sens. Ah non, il touche pas à son téléphone. On regarde ça pour jeudi. Ouais, il était en feu. Ça n'a pas de bon sens. Et on reçoit beaucoup de messages. Les gens apprécient beaucoup l'information qu'on leur donne. Vraiment beaucoup. Il y a des gens que ça leur réussit très bien. Ça n'a pas de bon sens. Moi, il faut que tu me le dises quand t'envoies des affaires de même. Là. Moi, j'adore les Broncos ce soir. J'adore les Broncos à -6 ce soir. Si McCaffrey se blessait pas hier soir, j'en avais un autre. Tabarouette. Moi, pendant ce temps-là, je croyais au Canadien. Faut que tu textes lui avant le match. Je dirais, rends-toi au moins à temps. Aide-moi. Il tombe pas à terre. Là. Bon, merci à tout le monde d'avoir été là à l'antenne de la Ligue des mêlées. Manquez pas le match de football de ce soir. Puis pour les adeptes, on se revoit jeudi pour notre podcast à toutes les semaines. Merci à tout le monde de suivre, de liker, de partager. On se voit jeudi, tout le monde. Ciao.
La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. La ligne des mêlées. Voici la ligne des mêlées avec Arnaud Gascon-Nadon.